Nous allons maintenant accueillir Vincent Lauvergne. Vincent est conférencier, alchimiste et auteur de différents ouvrages sur la magie et l'ésotérisme. Ça. Bonjour, bonsoir, bonjour, non, c'est la lumière, ça fait comme s'il faisait nuit presque. Bonjour, donc je viens vous présenter une petite conférence sur les égrégores. Je ne sais pas si beaucoup de gens ont déjà entendu parler d'égrégores. C'est un terme qu'on commence à voir beaucoup en ce moment. Donc il se trouve que c'est un sujet sur lequel j'ai écrit un ouvrage en 2018. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Tout simplement parce que vous allez voir que c'est quelque chose qui régit en fait nos vies à tous. Les égrégores, c'est quelque chose dans lesquels on est constamment, tout le temps, tout le monde. Et du coup, comprendre les égrégores, c'est aussi comprendre comment nous vivons et comment vivent les autres et comment nous vivons par rapport aux autres. Pour démarrer, je vais essayer de vous expliquer qu'est-ce qu'un égrégore. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a utilisé un terme qui est égrégore, qui est utilisé depuis... alors, il est utilisé de cette façon depuis le 19e siècle à peu près. C'est un terme qu'on retrouve en réalité, qui est beaucoup plus ancien que ça. Il date du 2e siècle après Jésus-Christ. La première version en fait, qu'on a du terme égrégore, on va le retrouver dans le livre d'Enoch. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà entendu parler de ce livre. C'est un ouvrage qu'on retrouve dans la tradition kabbalistique. Le livre d'Enoch, c'était une espèce de répertoire de différents anges, en fait, dans la tradition kabbalistique. Et donc, dans cet ouvrage-là, un égrégore, ça symbolisait principalement un ange gardien. Donc, ça a été la première mention qu'on a eue. Il y a certainement eu d'autres mentions du terme égrégore, en fait, par la suite. Mais la mention, on va dire, l'ouvrage qui a commencé à reparler des égrégores, c'est un ouvrage de Paul Lacour qui est resté quasiment anonyme en fait dans le grand public. Paul Lacour a écrit un ouvrage qui s'appelle Elohim ou les dieux de Moïse. C'est un ouvrage où il reprend comme ça les versets de la Genèse et dedans on retrouve en fait la fonction de l'égrégore qui est toujours une espèce de forme d'ange gardien. Pardon. Qui est toujours une espèce de forme d'ange gardien qui est là pour nous éveiller, pour veiller sur nous, nous éveiller aussi donc, et nous protéger en quelque sorte. Par la suite, on a, si vous regardez Wikipédia par exemple, si vous regardez le site Wikipédia, que vous tapez le terme égrégore, en fait on va vous dire que ce serait Victor Hugo qui l'aurait inventé. Donc en réalité, évidemment, c'est pas Victor Hugo qui l'a inventé. Victor Hugo était quelqu'un qui s'intéressait beaucoup en fait au spiritisme. Et à toute la partie ésotérique, on va dire, de son époque, c'était le 19e toujours. Et donc, en fait, Victor Hugo a utilisé le terme égrégore dans un poème qui s'appelle Le Jour des Rois, donc, que vous avez ici. Donc, ça a été la troisième mention. Jusque-là, égrégore, ça voulait dire toujours la même chose, c'était une espèce d'ange gardien, qui était là pour veiller sur nous. Ensuite, on a eu quelqu'un qui s'appelle Eliphas Lévi. Alors, les gens qui ne sont pas trop... axé sur le côté magie, on va dire, ésotérisme, magie. Donc vous avez peut-être jamais entendu parler de cet homme-là. Il faut savoir qu'au XIXe siècle, on a eu un engouement pour les sciences occultes. Beaucoup de scientifiques, beaucoup de médecins, beaucoup de gens savants, on va dire, se sont intéressés aux sciences occultes et notamment à la magie. Eliphas Lévi, c'était un de ces gens-là. Alors lui, c'était plutôt un érudit, c'était un ancien abbé. On appelle ça un abbé défroqué. En fait, il s'est un petit peu fait virer et puis il s'est marié avec quelqu'un. Donc, il a eu sa petite vie, quoi. Et donc, ça a été le premier à transformer le terme égrégore, qui était un terme grec, en fait, qui voulait dire veilleur, en terme... Lui, il a trouvé une autre étymologie à égrégore. Il lui a trouvé, en fait, une origine qui venait de grec, ce qui veut dire troupeau. Et en fait, c'est à partir d'Eliphas Lévi qu'on a commencé à modifier, finalement, la signification du terme égrégore. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'un égrégore finalement ? Aujourd'hui, un égrégore, c'est une énergie psychique
qui va se former en fait par rapport à la réunion d'une certaine quantité d'individus. À partir du moment où vous avez un projet, par exemple, où vous vous mettez en groupe avec quelques personnes, même à partir du moment où vous venez à une conférence, vous créez un égrégore. Un égrégore, ça va être une espèce de réservoir énergétique qui va aller dans le sens en fait, de la conscience, on va dire, collective du groupe auquel il a été rattaché. Donc à chaque fois que vous rentrez dans un groupe, quand vous rentrez dans une association, quand vous rentrez dans absolument n'importe quoi où vous avez une idée en commun, vous créez un égrégore. Donc vous commencez à comprendre que les égrégores, il y en a absolument partout. On est entouré d'égrégores et on est constamment lié à des égrégores. Il y a quelques années, j'ai réalisé une petite vidéo sur YouTube où j'expliquais en fait qu'un égrégore, c'est un petit peu comme un vase avec de l'eau dedans, vous savez. Donc vous prenez un grand vase comme ça, et donc toutes les personnes qui vont être associées à votre groupe vont remplir un verre d'eau et vont transvaser en quelque sorte, vont mettre leur verre d'eau dans le vase. Et donc, au fur et à mesure, le niveau de l'eau en fait, du vase va augmenter. Et dites-vous, un égrégore, c'est un petit peu comme ça. C'est un espèce de condensateur comme ça, où l'eau que vous mettez dans le vase, en fait, c'est l'énergie que vous allez accumuler et que vous allez donner à cet égrégore pour en faire une espèce de réserve qui sera disponible pour tous ceux, en fait, qui seront liés à votre groupe. Donc l'intérêt de l'égrégore, c'est d'avoir une espèce de réserve comme ça énergétique où quand l'un d'entre vous dans le groupe va commencer à baisser les bras, va commencer à se dire non, on ne va pas y arriver et tout ça, il va pouvoir puiser dans ce vase-là et pour se recharger en énergie. Sauf que plus vous puisez dans le vase, et plus il va falloir quand même remettre de l'énergie. Et donc on va voir en fait que ça peut poser certains problèmes par la suite. Donc un égrégore, c'est ça. Un égrégore, c'est cette espèce de réservoir énergétique que vous allez créer avec un groupe. Les premiers égrégores auxquels vous allez être liés dans votre vie de tous les jours, les premiers égrégores, ça va être d'abord un égrégore de genre. Vous savez que dans notre société, nous, on est principalement, c'est en train de changer, on va dire, on est principalement homme ou femme. Quand vous naissez, en fait, si vous êtes un homme, vos parents vont commencer, alors ça se fait moins maintenant, mais vos parents, pour ma génération en tout cas, on avait plus tendance à choisir des couleurs comme le bleu pour nous habiller, on avait plus tendance à nous offrir, vous savez, l'histoire des jouets en fait qui correspondent au genre, etc. Et si vous êtes une petite fille, on va vous habiller en rose, etc. Et en fait, en faisant ça, on va utiliser des codes qui correspondent à des égrégores bien spécifiques qui sont les égrégores de genre. Il faut comprendre que c'est quelque chose qui est lié à notre société, l'égrégore de genre en homme ou en femme. Vous avez dans certaines tribus amérindiennes, par exemple, jusqu'à 8 genres différents, en fait, que vous pouvez adopter en fait, tout au long de votre vie d'ailleurs et depuis la naissance. Mais dans la société occidentale, c'est ça, c'est principalement homme ou femme. Et maintenant, on commence à voir apparaître d'autres types de genres. Le problème avec un égrégore, c'est quand vous êtes attaché à cet égrégore, il va y avoir énormément de difficultés, vous allez avoir énormément de difficultés en fait, à vous en séparer. C'est-à-dire que quand vous allez devoir passer d'un égrégore à un autre, ça va être très compliqué, ça va se faire souvent dans la douleur, et puis vous allez être rejeté par des gens qui appartiennent au même égrégore que vous. Et en ce qui concerne le genre, par exemple, aujourd'hui, dans notre société, malgré les avancées de la société, c'est encore extrêmement compliqué, puisqu'on a des gens qui vont naître hommes, on va dire, physiquement, et qui en fait se sentent plutôt femmes, et qui vont tendance à vouloir sortir du genre, et ils vont avoir un mal de chien en fait, à se faire accepter par le reste de la société. Tout ça, c'est des problèmes d'égrégore qu'on retrouve de plus en plus aujourd'hui, parce qu'on est dans une société qui est en train d'essayer d'évoluer, j'ai envie de dire, et en essayant d'évoluer, on a encore du mal à accepter en fait, toutes les différences de chacun. Donc dites-vous toujours que le premier égrégore auquel vous appartenez quand vous naissez, c'est l'égrégore de genre. Mais ce n'est pas le seul, puisque vous allez aussi appartenir à l'égrégore lié à la ville dans laquelle vous êtes né. Par exemple, moi je suis né à La Rochelle, je suis quelqu'un qui ne m'intéresse absolument pas au foot, au rugby ou tous ces trucs-là. C'est pas mon truc. Mais par contre, s'il y a un match qui passe à la télé avec une équipe de La Rochelle et contre une équipe d'une autre ville, je serai toujours pour La Rochelle. Alors je m'en fous, le résultat, tout ça, c'est pas mon truc. Mais je serai toujours pour La Rochelle. Pourquoi ? Parce que j'appartiens à l'égrégore de La Rochelle.
vous avez à l'intérieur de vous une espèce de lien comme ça qui vous relie à l'endroit où vous êtes né, et quoi qu'il arrive, vous défendrez toujours, on parle de chauvinisme un petit peu, hein, mais c'est exactement ça en fait, le chauvinisme c'est quelque chose de très naturel finalement, puisqu'on va défendre les liens, en fait, la ville par exemple, l'équipe qui a les mêmes liens que nous. Et donc votre deuxième égrégore comme ça dans lequel vous allez baigner, ça va être l'égrégore qui appartient au lieu en fait de l'endroit où vous êtes né. Après, vous avez un autre égrégore encore. Alors, surtout, nous, on a découpé en fait notre pays en plein de choses différentes, en plein d'espaces différents. Donc, on va avoir un égrégore lié à notre département, par exemple. On va avoir un égrégore lié à notre région. Et puis, on va avoir un égrégore un petit peu plus gros, on va dire, qui va être lié à notre pays. Notre pays, en fait, il a une importance capitale dans notre vie, puisqu'il nous influence, en fait, sur quasiment toute notre vie. Il faut savoir que chaque pays va avoir une identité qui lui est propre. Vous savez, on a toujours tendance à dire ouais, les Allemands, ils sont comme ça, les Espagnols, ils sont comme ça, nous, on est comme ça. Nous, vu de l'extérieur, en fait, en France, on nous associe, par exemple, le coq, vous savez, l'animal. On dit que même les deux pieds dans la merde, ils continuent de chanter. Ça, c'est les Français. Mais après, bon, nous, on est pareil avec les autres pays. Hein, on leur balance des trucs aussi un petit peu, puis c'est de bonne guerre. Mais dites-vous que le français, c'est ça, il a toujours besoin un petit peu de râler, et on est complètement associé à cette image. Hein, si on nous a collé ça, en fait, c'est pas pour rien. On est beaucoup associé à cette image, et on est un des pays d'ailleurs qui râle le plus. Et puis c'est bien de râler, d'ailleurs. Je vais pas contredire ça. Et donc ça, c'est quelque chose qui est lié à notre identité et qui est lié à l'égrégore auquel nous appartenons, parce que nous sommes français. Donc l'égrégore national, il est relativement important, puisque, encore une fois, il va définir une partie de votre caractère, finalement. Et puis, quand vous allez être d'ailleurs, vous avez déjà... Tiens, ça me fait penser en même temps. Vous avez certainement déjà entendu parler. Les gens qui vont s'expatrier, par exemple, on voit beaucoup d'artistes qui vont payer leurs impôts en Suisse ou en Belgique ou des choses comme ça. Généralement, ils ne sont pas bien vus par les Français. Pourquoi ? Parce que ils trahissent finalement l'égrégore de notre région, de notre pays. Et donc, on n'aime pas trop ça. Et à l'inverse, on a souvent beaucoup de mal à accepter les gens qui viennent de l'extérieur. Ça crée du conflit. Et on le verra tout à l'heure, mais en politique, on joue beaucoup là-dessus. On joue beaucoup sur les phénomènes comme ça, égrégore, en disant oui, l'étranger, c'est celui qui fout la merde, donc il ne faut pas l'accepter. On ne veut pas accepter en fait ce qui est à l'extérieur en fait de notre égrégore. Donc l'égrégore national, c'est quelque chose qui est suffisamment important pour qu'il y ait un gars qui s'appelait Pierre Mabille. Alors je ne sais plus si je l'ai mis là, voilà. J'ai un petit peu oublié d'appuyer sur le bouton. Il y a un gars qui s'appelait Pierre Mabille, qui faisait partie en fait du mouvement surréaliste d'André Breton dans les années 30, si je dis pas de bêtises. Et ce type-là, en fait, c'était un espèce d'anthropologue, c'était un médecin, il a écrit pas mal de bouquins sur pas mal de choses. Il était très intéressant, il n'était pas du tout versé dans la magie ou dans les trucs comme ça. Et il a écrit un bouquin qui s'appelle « Égrégore ou la vie des civilisations ». Et en fait, c'est très intéressant de lire cet ouvrage. Alors, il est daté maintenant, forcément, le bouquin, il date des années 30, donc forcément, c'est un peu dépassé tout ce qu'il y explique. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce livre est sorti, si je ne dis pas de bêtises, en 1938. Et dans ce livre-là, en étudiant uniquement les égrégores liés au pays, de l'Europe notamment, l'Europe même, et puis jusqu'à la Chine d'ailleurs, il avait prophétisé la chute du fascisme italien, l'échec du nazisme notamment, le rapprochement, la lutte plutôt à cette époque-là entre l'Union soviétique et la Chine, et il avait même prophétisé mai 68, uniquement en s'intéressant aux égrégores qui sont liés aux différents pays. Donc vous commencez à comprendre que quand on connaît le fonctionnement d'un égrégore, quand on sait comment ça marche, quand on sait comment le repérer, en fait on peut savoir beaucoup plus facilement ce qui va se passer plus tard. Et donc, c'est vraiment quelque chose, une notion qui est extrêmement importante à saisir. Alors, je passe. Et du coup, au-delà de l'égrégore national, on va avoir des égrégores qui sont divers et variés et dans lesquels on s'implique tous, finalement, à un moment ou à un autre.
L'égrégore le plus facile, on va dire, à expérimenter et à comprendre, ça va être les égrégores liés aux supporters, par exemple. Les supporters tout à l'heure, je parlais du foot. Supporters de foot, c'est un super sujet d'étude pour ceux qui s'intéressent aux égrégores. Vous allez vous apercevoir quoi? Vous allez vous apercevoir que des gens qui sont parfois médecins, avocats, qui vont être chefs d'entreprise, qui vont être aussi des gens, je ne sais pas, qui travaillent dans des usines ou peu importe. Tous ces gens-là, en fait, vont se regrouper pour supporter une équipe de foot, par exemple. Et donc ces gens-là sont pris séparément, des gens tout ce qui est plus normal, gentils, qui ont des amis et qui s'entendent bien avec tout le monde. Mais à un moment donné, quand ils vont être dans une tribune liée en fait à leur club de supporters, ils sont capables en fait de détruire en quelques minutes absolument tout ce qu'il y a dans la tribune, voire même à foutre le feu au stade. Enfin, vous avez tous entendu parler, tous vu même ce genre d'exemple, où les gens deviennent complètement fous en fait, et parce que leur équipe va rater un but ou va perdre le match, ils sont capables d'absolument tout détruire. C'est ce qu'on appelle en fait une charge émotionnelle, c'est ce qu'on appelle un égrégore. Alors moi, ce que j'appelle les égrégores inconscients, c'est-à-dire des égrégores qu'on ne contrôle pas, qui se créent tout seuls en fait naturellement et qui vont en fait agir comme des guerriers en fait pour rassembler tout le monde et s'en prendre à l'égrégore adverse pour se coller un petit peu sur la tronche comme ça. C'est assez troublant puisque ce genre de choses arrive très régulièrement. On est tous soumis à ça. Et on va retrouver en fait chez un auteur qui s'appelle, que je vous dise pas de bêtises, c'est Auguste Lebon, qui écrit un ouvrage qui s'appelle Psychologie des foules, où il explique justement la psychologie comme ça des groupes humains comme ça. Et dedans, même s'il ne cite pas le terme égrégore, on y retrouve complètement les détails, en fait, les procédés de ce qu'est un égrégore et de comment il fonctionne par rapport à un groupe humain, quoi. Donc si vous avez l'occasion, c'est un petit bouquin qu'on trouve très facilement aujourd'hui dans n'importe quelle librairie. Et ça va vous permettre en fait de comprendre justement comment fonctionnent les groupes humains. Et donc pour des supporters, l'idée en fait c'est ça, ça va être de massacrer l'autre pour pouvoir réussir en fait à gagner, même si mon équipe a perdu le match, et ben moi je vais gagner le match mais sur un autre plan en tapant sur les autres. C'est quelque chose qui va se lier donc essentiellement sur ce qu'on appelle le plan émotionnel, donc sur un plan en fait qui va nous faire provoquer des effets en fait à chacun d'entre nous, malgré nous et malgré notre situation. Ça, c'est le premier égrégore, on va dire, intense auquel on peut être soumis. Alors, ça peut être des supporters de foot, là. C'est vrai que j'ai un peu tendance à taper sur les supporters de foot. Bon. Mais ça peut être dans plein d'autres choses. Le rugby, ça peut être tous les sports, mais aussi toutes les formes d'association. Quand vous avez des rencontres, en général, ça peut vite dégénérer en fonction du groupe de supporters que vous allez avoir. Autre chose aussi que je n'ai pas encore parlé, c'est la façon dont vont se créer les égrégores. Pour créer un égrégore, je disais tout à l'heure, il faut qu'on se réunisse avec un groupe. On va avoir la même idée, le même but. Voilà, vous allez d'abord avoir un but. Et pour créer, en fait, sur on va dire, alors il y a des termes que je vais utiliser. J'espère que ça ne va pas un peu vous effrayer, mais pour créer un égrégore, il va falloir qu'on le fasse naître sur un certain plan de conscience. Pour qu'il se mette à vivre sur un plan de conscience, il va falloir lui donner un nom d'abord. C'est pour ça que, par exemple, si je reprends un groupe de supporters, le groupe de supporters, il va se trouver un nom. On va être les, je ne sais pas quoi, j'en connais pas, donc voilà. On va se donner un nom au groupe de supporters. Et puis, vous allez avoir un deuxième indicateur, une deuxième clé, on va dire. Ça va être le logo. Vous savez que absolument tout aujourd'hui, du groupe de supporters à l'entreprise, au parti politique et à tout ce que vous voulez, il y a toujours un logo en fait. Il y a toujours un petit symbole qui va nous permettre en fait de nous relier à ce à quoi on s'est connecté en quelque sorte. Et donc ce logo là en fait, qu'est-ce que c'est finalement? C'est simplement une espèce de message qui est envoyé directement à votre inconscient. Je y reviendrai tout à l'heure. Qui est directement envoyé à votre inconscient pour que l'inconscient il sache à quoi il se relie. Donc vous allez avoir le nom, le logo, et puis vous allez avoir un troisième truc. Après vous allez comprendre en fait pourquoi je vous dis tout ça.
vous allez avoir un troisième truc qui est souvent le slogan, ou une petite phrase d'accroche, un petit oui, on est tous les meilleurs, des trucs. Je vous donnerai d'autres slogans tout à l'heure, mais dans un autre cadre, et vous comprendrez un petit peu l'utilité. Et en fait, le slogan, ça va être ce qu'on appelle une espèce de phrase clé, une phrase d'activation qui, lorsqu'on va donner, en fait, lorsqu'on va prononcer ce slogan, ça nous permet en fait de tous nous unir et de tous savoir de quoi on parle et de dire bah ouais, on est là-dessus pour ça et on avance. Donc retenez ça, en fait, un égrégore pour exister, il lui faut un nom, il lui faut un logo et il lui faut un slogan. Donc ça, c'est les termes communs, on va dire, grand public, en magie, puisque moi je m'intéresse aux sciences occultes et notamment à la magie. En magie, en fait, le nom, on va appeler ça un mot de pouvoir. Vous allez le retrouver dans certaines traditions avec des noms d'anges, par exemple. Vous avez certains ouvrages de magie qui regorgent comme ça de noms d'anges et de différents sceaux, avec des espèces de traits bizarres et tout ça. Et ben, le nom d'ange, c'est un mot de pouvoir, c'est le nom de l'égrégore. Le sceau, espèce de graphique comme ça, c'est le logo qu'on va utiliser. Et après, vous avez toujours une espèce de petite prière, une espèce de petite phrase en fait, qui va agrémenter, enfin qui va s'associer à tout ça. Et cette petite prière-là, ben, c'est le slogan. Et donc, on retrouve tout ça en fait dans la vie de tous les jours. Donc, chez les supporters notamment, mais aussi dans une entreprise. Ça, c'est un petit peu plus intéressant. Lorsque vous allez créer une entreprise, alors que vous soyez seul ou à plusieurs, alors quand vous êtes seul, l'égrégore, bah, il n'y aura pas vraiment d'égrégore. Il y a des possibilités de créer des égrégores seuls, mais c'est des techniques, on va dire, qu'on va retrouver notamment dans la tradition magique, où il va falloir en fait alimenter. Tout à l'heure, je vous parlais du vase. Donc, vous imaginez le vase. Ben, moi, je suis tout seul avec mon pauvre verre d'eau. Donc, si je mets mon verre d'eau dans un vase, ça fera toujours un verre d'eau, mais dans un vase, quoi. Donc, ça ne changera pas grand-chose. Et donc, ce qu'il va falloir que je fasse, en fait, c'est mettre plusieurs verres d'eau dans mon vase. Donc, en fait, pour remplir mon vase, il va me falloir une certaine, un timing beaucoup plus long, on va dire. Une certaine, j'arrive pas à trouver le mot. Bon, un certain temps, on va dire, pour réussir à remplir mon vase. Donc, c'est un exercice qui est un peu plus compliqué et qui est moins faisable. Par contre, quand vous allez créer une entreprise avec des personnes, la première étape, en fait, ça va être déjà de trouver les personnes qui vont être sur la même longueur d'onde. On parle d'ailleurs de longueur d'onde comme ça, sur la même longueur d'onde que vous, pour que vous soyez tous d'accord sur le projet de l'entreprise. Et une fois que vous avez trouvé les différentes personnes qui sont sur la même longueur d'onde, eh bien, il va falloir ensemble trouver un nom. Tout le monde fait ça. Quand on crée une entreprise, on cherche un nom. On va chercher un logo aussi. On va chercher le slogan aussi. Tout ça, on le fait naturellement. Vous allez apprendre ça en école de commerce, en fait. Il nous faut ces trois indicateurs-là pour pouvoir créer, en fait, une entreprise. Et une fois que vous avez créé une entreprise comme ça, que vous avez eu comme ça vos différents éléments de création d'entreprise, eh bien, vous faites partie d'un tout, vous faites partie d'une idée, vous faites partie d'un égrégore. Si aujourd'hui, par exemple, je vous dis parce que je le vaux bien, ouais, ou vous ne viendrez plus chez nous par hasard, par exemple. Ah, j'entends pas. C'est total, enfin. Oh. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a venez comme vous êtes. Voilà, McDo. Voilà. En fait, tout ça, en fait, vous êtes complètement connecté finalement à des égrégores sans même vous en rendre compte. Chaque fois que vous associez en fait ce genre de slogan à une marque, c'est que vous alimentez cette marque en fait. Vous faites partie de ces égrégores. C'est terrifiant quand même, non? Et ouais, et en fait, c'est ça une entreprise. Une entreprise qui marche, c'est une entreprise qui va avoir ce fameux slogan-là et qui va vous permettre à vous de vous connecter à l'égrégore directement, rien qu'en entendant le slogan. Et tout de suite, quand je vous dis, comme je disais tout à l'heure, venez comme vous êtes, dans votre tête, vous voyez le symbole McDo, et puis vous dites McDo, pas de souci. Parce que votre inconscient, il est directement connecté en fait à ce que vous entendez. Et c'est ça un égrégore en fait. À chaque fois, vous allez vous connecter à ces égrégores. Et quand vous créez une entreprise, c'est très intéressant pour vous. Alors là, je me mets de l'autre côté, du côté du créateur de l'entreprise. C'est très intéressant pour vous de créer quelque chose qui va rallier les gens derrière votre bannière. Puisque tous les gens que vous ralliez derrière votre bannière comme ça, c'est des gens qui vont arriver avec la carafe là et qui vont mettre un verre dedans.
et donc qui vont alimenter votre entreprise. Et quand vous avez une carafe qui est alimentée, qui commence à être alimentée, quand vous créez l'entreprise, elle commence à être alimentée par exemple par 3 personnes, et qu'au bout d'un an, il y a 10 000 personnes qui alimentent votre carafe, ben, ça ne vous fait pas la même énergie quand même. Et plus vous avez d'énergie, plus vous pouvez faire de choses, et plus vous pouvez grossir. Et donc les meilleures entreprises, on va dire, qui ont le mieux réussi, c'est ceux qui ont su comme ça générer le bon égrégore. Alors, il ne faut pas vous faire d'illusions, hein, vous le verrez tout à l'heure dans l'autre partie, mais il ne faut pas vous faire d'illusions, les plus grandes entreprises, elles savent très très bien ce que c'est qu'un égrégore et comment créer un égrégore. Je peux même vous donner un petit exemple. L'année dernière, là, j'ai travaillé pour une entreprise qui levait 500 000 euros, en fait, alors c'est des anciens zut. Ils ont fait Sciences Po notamment, et ils ont bossé dans la politique juste avant. Alors je vous dirai pas forcément pour quelle partie tout ça. Ils étaient directeurs de campagne pendant des élections là. Et en fait, ils m'ont contacté parce qu'ils ont vu que quand on tape égrégore sur Internet, ben, on tombe souvent sur moi. Ils m'ont contacté pour leur fabriquer, leur créer leur égrégore en fait pour leur entreprise. Donc une boîte à 500 000 euros d'investissement. Imaginez les boîtes qui ont beaucoup plus d'investissement, comment ils s'amusent en fait. Hein. Et d'ailleurs, on a créé l'égrégore et la boîte commence déjà à bien tourner en fait. Parce que mieux vous allez encadrer ce que vous allez créer, parce que naturellement, hein, n'importe qui d'entre vous qui crée une entreprise aujourd'hui, qui s'associe avec des gens, vous créez un égrégore naturellement. Voilà, ça va se faire, vous allez créer votre logo, votre nom et votre slogan. L'égrégore, il existe, sauf que vous en contrôlez absolument rien, en fait, puisque vous faites partie de l'égrégore. Alors que quand vous prenez le contrôle, en fait, de l'égrégore, vous pouvez décider des directions de l'égrégore. Vous allez pouvoir décider aussi de ce qui va marcher, de ce qui ne va pas marcher. Vous allez pouvoir aussi intégrer des gens à l'égrégore ou attirer des gens vers vous qui vont vous aider à avancer dans votre entreprise. En fait, il y a plein de choses comme ça qui sont possibles à faire quand on connaît les systèmes de fabrication des égrégores. Si on a un peu de temps tout à l'heure, peut-être que je vous donnerai deux, trois clés, on verra. Mais voilà, et donc tout ça pour vous dire que dans tous les cas, quel que soit ce que vous faites au niveau des entreprises, soit vous êtes en quelque sorte un élément passif de votre société, si vous créez une société, soit vous êtes un élément passif et vous vous laissez diriger par l'égrégore. Alors l'égrégore, il n'est pas forcément négatif, au contraire, hein, à la base, ce n'est pas négatif, un égrégore, c'est quelque chose qui vous accompagne et qui vous dirige vers une idée. Sauf que si vous avez programmé votre égrégore, si vous avez commencé à créer une société pour faire tel truc, et que vous dirigez, donc l'égrégore, lui, va vous diriger vers ça, et qu'en cours de route, vous allez vouloir vous diriger vers un autre secteur, par exemple, si votre égrégore il est créé depuis le début pour aller dans une direction, il ne va pas bifurquer, lui. Puisque lui, il est bête et discipliné. Hein. Il y va. Et donc, vous aurez un mal de chien, en fait, à vous diversifier. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui, quand elles commencent à devoir se diversifier, se plantent parce que ce n'était pas prévu, en fait. Et du coup, l'égrégore, lui, il continue de pousser dans un sens, et alors que les gens qui sont dans l'entreprise, elles aimeraient bien essayer un autre sens. Et il y a beaucoup d'entreprises comme ça qui s'écroulent à cause de ça. Donc ça, c'est l'égrégore attaché en fait au monde de l'entreprise. Mais il y a encore plein d'autres égrégores dont on fait partie. Et celui que je préfère, c'est celui-là. Alors moi, je vote plus, pour tout vous dire. Je ne sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien, on s'en fout. Mais clairement, par contre, j'adore les périodes électorales. C'est vraiment mon kiff absolu. J'adore voir à quel point nos politiques, ils arrivent à nous opposer les uns aux autres pour finalement, une fois que le vote est passé, faire toujours le même type de politique. En fait, je trouve ça absolument formidable, moi. En fait, tout ce que vous avez en face de vous, c'est des égrégores auxquels vous allez vous rattacher. Alors, on est encore dans des égrégores de type émotionnel, un petit peu comme avec avec les supporters, par exemple. Là, on est supporter de quoi? On est supporter d'hommes politiques. On se dit, ouais, lui, il a des super idées et tout ça. En réalité, si vous écoutez bien, si vous prenez du recul pendant les débats et tout ça, les idées
qu'on vous annonce, ce n'est pas des idées qui sont générales, on va dire. Ce n'est pas des choses qui vont changer la vie de tout le monde. C'est juste des petits points de détail sur lesquels on va s'affronter où vous allez pouvoir être en désaccord avec votre voisin. Et donc, c'est l'idée, en fait, c'est d'appuyer sur ce petit point-là pour que vous vous foutiez sur la gueule avec votre voisin. Et parce que tant que vous vous tapez dessus, tout le monde est content. Et là, c'est là que je vous dis que même dans les politiques, les égrégores, ils sont très très bien connus. Ils sont même particulièrement bien connus. Et jusque-là, en fait, enfin jusqu'à une période récente, je le savais par différents biais, on va dire, puisque j'avais entendu des dires d'un tel ou d'un tel, dont je vais vous parler d'ailleurs. Donc je savais que voilà, c'était comme ça, qu'ils étaient au courant. Et avec l'entreprise là, que j'ai aidée l'année dernière, ils m'ont confirmé que tout le monde est au courant, en fait, puisqu'ils bossaient avec les têtes d'affiche, en fait, et tout le monde est au courant. Pour vous donner un petit exemple, il y a des exemples qui sont très très intéressants, notamment l'élection qu'il y a eu au début des années 2000 entre Jacques Chirac, quand Jacques Chirac il a été élu face à je ne sais plus qui d'ailleurs. C'était après Mitterrand, je ne sais plus qui s'est présenté devant. Et en fait, à cette époque-là, en fait, il y avait la droite, elle était scindée en plusieurs partis différents. On avait, je crois qu'il y avait l'UDF, il y avait le RPR, il y avait plusieurs petits trucs comme ça. Et donc, ce qui veut dire, à chaque parti, en fait, dites-vous bien que chaque parti a son égrégore. Et pour que Chirac puisse gagner, il ne fallait pas scinder les partis, puisque forcément, à cette époque-là, la gauche avait un gros parti, le Parti socialiste était un très gros parti, et eux, ils avaient plein de petits partis qui s'affrontaient comme ça. Et du coup, Chirac, il a une très très bonne idée. Alors, c'est sûrement pas lui qui a eu l'idée, mais bon, il a utilisé un moyen qui était très très intelligent. C'était de rassembler tous les partis. Donc ça veut dire rassembler des égrégores différents, avec des noms différents, des logos différents, des trucs comme ça. Quand vous faites ça et que vous changez rien, ça fout le bordel et ça vous pète dans les mains. Donc lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a rassemblé tout ça. Je me souviens, il a créé l'UMP, c'était l'Union de majorité présidentielle. C'est pas con, vous faites un espèce de petit truc. Macron a fait exactement pareil avec En Marche. En Marche, à la base, c'était Emmanuel Macron, EM. Et après, c'est devenu En Marche. Mais en fait, il se passe le relais à chaque fois, quoi. Et du coup, Chirac, il a fait UMP, comme ça, Union pour la majorité présidentielle. Crac, il a gagné, il a rassemblé en fait tous les partis de droite. Il a fait un gros parti, il a gagné, et c'était une machine à gagner après, forcément. Et quand il y a eu Sarkozy qui est passé derrière Chirac, Sarko, il a vu que ça allait un petit peu merder parce que le gros égrégore là qui avait été créé avec l'UMP, il obéissait principalement à sa tête d'affiche, c'était à Chirac. Et lui, pour prendre possession en fait de ce gros égrégore-là, il n'était pas Chirac, donc ça ne pouvait pas marcher. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a modifié, et il a dit moi je rassemble, maintenant on va s'appeler les Républicains. Il a créé un nouveau nom, un nouveau slogan, et donc un nouvel égrégore en fait sur la base d'anciens égrégores. Dites-vous que c'est tout le temps comme ça que ça marche. En fait, on ne fait que récupérer des miettes, des morceaux, des trucs qui vont plus trop bien. On change le nom, on change le slogan, on change le logo surtout, qui est très important, le logo, et on crée quelque chose qui va nous bénéficier. Et donc, comme je disais tout à l'heure, Macron, il a fait exactement pareil. C'était très drôle d'ailleurs, parce que ça se voyait comme le nez au milieu de la figure. Enfin, pour ceux qui avaient un peu de recul par rapport au truc à la politique, vous regardez de l'extérieur, vous voyez le boulot qu'il a fait. Il a rassemblé, alors lui, il a rassemblé un peu à droite, un peu à gauche, quoi. Il a pris tout ça, Emmanuel Macron, président, paf. Et puis après, c'est devenu En Marche, mouvement, et il a aussi son égrégore. Et c'est une machine à gagner, puisque de toute façon, il laisse de la place pour personne d'autre. Donc, vous voyez, les égrégores, en fait, on est tous complètement dedans. On a les pieds dedans, et quel que soit le vote que vous ferez, de toute façon, aux prochaines élections, observez en fait les différents partis, observez comment ils agissent, comment ils se regroupent. Là, aux dernières élections, il y avait un truc intéressant, ça a été, ils ont commencé à piger à gauche qu'il fallait faire pareil, en fait, qu'il fallait rassembler. Et ils ont commencé à essayer de rassembler aussi, je ne sais plus comment c'était, la NUP, ça a fait la NUP. Alors, je ne sais pas où ils ont été le pondre, le nom. Non, mais bon, après, voilà, c'est... Mais, alors, il y en a qui disent NUPES. Bon, c'est écrit NUP, mais ils ont commencé à se dire, ah bah oui, il va peut-être falloir rassembler les partis de gauche, parce qu'autrement, on ne va jamais y arriver. Donc,
Là, ils ont fait un coup d'essai, on va dire, et je pense qu'aux prochaines élections, ils ont des chances, s'ils continuent un petit peu dans leur truc, ils ont des chances de commencer à avoir des chances, enfin avoir un peu plus de votes, on va dire, avoir plus de chances de gagner. Mais voilà, c'est toujours la même idée en fait. On va recréer sur la base d'anciennes énergies, finalement, on va récupérer toutes ces énergies, on va foutre ça dans un nouveau vase, on change le vase, mais les énergies sont toujours là. Et vous en faites partie, puisque à chaque fois que vous allez défendre une idée, en fait, qui appartient à tel ou tel parti politique, parce que finalement c'est ça, on reconnaît les partis politiques en fonction des idées qu'ils défendent. Chaque fois que vous allez défendre une idée de l'un ou de l'autre, vous allez alimenter ce vase et vous allez lui donner du pouvoir. Et au-delà de votre vote, en fait, c'est ça vraiment qui va faire que ça va changer ou pas quelque chose. Mais au final, ce qu'il faut se rappeler, c'est que quel que soit celui qui va passer au pouvoir, la politique reste toujours la même. Et ça suffit de l'observer en fait sur les 25-30 dernières années. Il n'y a rien qu'à changer réellement. Même quand on est passé à un moment donné, on est passé de droite à Hollande, qui était à gauche, c'était toujours la même politique. Après on est passé à Macron, toujours la même politique. Donc non, les périodes d'élection sont des moments, en fait, on nous fait croire qu'on a un pouvoir de décision sur notre vie politique. Et quand vous avez compris que ce n'est pas le cas, vous commencez déjà à reprendre le contrôle de votre propre vie, puisque vous allez arrêter d'alimenter des choses qui ne vous aident pas au final. Et le jour où tout le monde va avoir compris en fait que on ne changera pas les choses comme ça, eh bien on va commencer à reprendre le pouvoir sur soi. Parce que ça pose un problème quand même à chaque fois que vous dépensez de l'énergie, mais c'est pareil. Chaque fois que vous dépensez de l'énergie pour un égrégore, vous en avez moins pour vous. Et plus vous êtes englué dans différents égrégores, vous avez les pieds dedans, moins vous avez d'énergie pour vous, pour créer des choses, pour avancer dans votre vie, pour accomplir ce que vous avez toujours voulu accomplir. Et non, vous n'avez plus cette énergie, vous vous sentez fatigué, vous vous sentez dans des états en fait où je vais pas réussir en fait à créer le truc, j'ai pas envie, j'ai la flemme, et puis je suis quand même attiré par ces idées-là ou ces idées-là, et oui, et puis il faut que je m'occupe de celui qui vit à l'autre bout du monde ou des choses comme ça. Et le problème, c'est que vous êtes plus centré sur vous, et donc vous avez des déperditions d'énergie. On va en reparler tout à l'heure, un peu plus tard. Après, j'ai pas la voix plus forte, mais c'est bizarre. Il y a un autre égrégore encore, qui est encore plus puissant que les égrégores politiques, c'est les égrégores religieux. Alors c'est vrai que je suis en train de me dire, à faire cette conférence, les gens ils vont se dire, mais il tape absolument sur tout le monde, ce type-là. C'est pas de ma faute, je suis désolé. Mais bon, c'est vrai que je tape un peu sur tout le monde, en fin de compte. Ça va, après chacun fait ce qu'il veut, je dis juste, j'informe, c'est tout ce que je fais. Et donc l'égrégore, le plus important certainement, le plus puissant aussi certainement, c'est l'égrégore de la foi. Donc la religion, c'est un acte magique finalement en fait, la religion. Je dis souvent une religion en fait, ce sont des magiciens qui ont réussi. Alors après on va vous interdire de croire en la magie ou toutes ces choses-là, mais tout ce qui est créé dans une religion en fait répond à des lois qu'on apprend quand on apprend la magie, les sciences occultes. Et donc la foi, c'est vraiment le pouvoir le plus absolu qu'il puisse y avoir, puisque votre foi, en fait, c'est ce qui va alimenter en fait une religion, quelle qu'elle soit. Et si vous observez en fait l'histoire, moi j'aime beaucoup l'histoire, si vous observez l'histoire des religions sur quelques milliers d'années, vous allez vous apercevoir que c'est toujours pareil en fait. On va créer un espèce de fond commun et puis on va avoir des envahisseurs qui vont débarquer, qui vont reprendre des éléments. On n'éradique pas généralement une religion, c'est assez compliqué. On a essayé avec les Celtes, quand les Romains ils ont débarqué, ils ont essayé de flinguer tous les Celtes. Il y en avait toujours qui étaient encore là, qui survivaient, tout ça. Du coup, on a fait un autre truc qui était beaucoup plus intelligent, c'est qu'on a pris les druides, on en a fait des évêques. Et là, ça a mieux marché, puisque du coup, en fait, des éléments des traditions et des cultures druidiques sont passés en fait dans la culture chrétienne. Et là, en fait, c'est une espèce de façon d'absorber finalement les religions précédentes. Et c'est toujours comme ça que ça se fait. Ceux qui, par exemple, prient Saint-Michel aujourd'hui, Saint-Michel, dans la tradition celte, c'était le dieu Lugh. Voilà.
en fait, les atouts, les références, avec la lance notamment, ou un certain nombre de références comme ça, en fait, du dieu Luc, sont passées à Saint-Michel. Ça permettait en fait d'associer différentes choses. Pour ceux qui ont souvent été en Bretagne, par exemple, en Bretagne, il y a un culte beaucoup qu'on voit surtout par là-bas, c'est le culte à Sainte-Anne. Vous avez déjà entendu parler de Sainte-Anne? Sainte-Anne, en fait, c'est Anna, c'est la mère terre chez les Celtes. Et que vous avez peut-être sûrement entendu sous le nom de Dana, puisque ceux qui connaissent le groupe Mano, la tribu de Dana, tout ça. En fait, Dana, c'est la terre-mère chez les Irlandais, et c'est Anna chez les Gaulois, en fait. Et Anna est devenue Sainte-Anne, c'est pour ça qu'elle a une robe noire, marron, comme ça. Elle représente la terre. En fait, tous les éléments que vous avez d'une religion passent comme ça dans la religion plus puissante qui va continuer de s'étoffer. Tout ce que vous voyez, en fait, quand vous rentrez dans une église, tous les symboles qui sont là, en fait, sont des symboles qui font appel à un fond commun et qui vous permet, en fait, de générer une certaine foi. Ce qu'on appelle la foi, c'est la meilleure, la plus grande énergie, en fait. Et cette foi-là, le problème, c'est que vous la mettez dans une direction, celle des dirigeants de la religion vers laquelle vous adhérez. Après, ce qu'ils en font, c'est pas forcément. Normalement, les religions sont là pour nous faire évoluer, nous élever, on va dire, vers d'autres horizons. Je sais pas trop, en fait, je sais pas trop à quoi ça sert une religion, mais mais voilà, normalement, c'est quelque chose qui doit nous rassembler et nous élever. En réalité, dans la plupart des cas, alors là encore, vous allez dire que je tape dessus, mais c'est surtout des dogmes qui vont nous emprisonner. Et plus nous allons être emprisonnés, plus notre énergie, on aura le choix de la diffuser que dans une direction, celle que le guide, je sais pas, le pape, tout ce que vous voulez, va nous indiquer. Donc c'est là en fait que mon énergie va être complètement à partir. Le principe des sectes, par exemple, c'est exactement la même chose. Pareil, je parlais de magiciens qui ont réussi. On dit aussi, je ne sais plus qui c'est qui disait que les religions, c'est des sectes qui ont réussi aussi. C'est pas faux, en fait. Hein. Et donc, donc, le principe des sectes, ça va être toujours la même chose. En fait, on va faire une espèce de décapage au départ, c'est-à-dire, c'est comme le baptême, en fait. C'est un moment, un rituel que vous allez vivre où on va vous dire que vous allez vivre une nouvelle naissance. On va dire maintenant, tu oublies qui tu as été avant, tu vas vivre une nouvelle naissance, tout ça. Et puis, vous êtes un petit bébé qui arrive comme ça, tout mignon, dans une nouvelle idéologie, en quelque sorte. Et puis, ce petit bébé-là, on va lui donner d'autres formes de croyances, en disant oui, mais tu sais, ici c'est comme ça, et puis machin, là ce qu'il dit c'est toujours la vérité, etc., etc. Et au fur et à mesure, en fait, on va formater vos idées, votre conscient, votre mental, en fait, on va formater votre mental vers une nouvelle direction que vous allez suivre. Et plus vous suivez cette direction, plus vous alimentez l'égrégore du groupe auquel vous appartenez, et plus vous enrichissez finalement la personne qui se tient tout au-dessus là, et qui récupère tout ça. Regardez le Vatican. C'est l'un des États les plus riches au monde, c'est tout petit, comme ça. Et pourtant, c'est très très riche. Alors, je parle de richesse matérielle, mais en réalité, cette richesse-là, elle vient du pouvoir que les dirigeants ont sur l'esprit de millions et de millions de personnes, quoi. Et alors, je vous disais tout à l'heure, je plaisantais en disant je ne sais pas trop à quoi ça sert la religion, mais je m'en suis un petit peu détaché moi aussi des religions. En fait, vous êtes en train de vous dire que je ne fais plus rien dans ma vie. Hein. C'est pas loin de l'idée en fait de ce que j'essaye de vous apporter. Alors c'est pas que je fais plus rien de ma vie, c'est que je reprends doucement comme ça le contrôle de ma vie. Et donc effectivement, la religion c'est quelque chose qui me fait supporter aussi le poids de toutes les exactions de la religion auxquelles on m'a intégré alors que je ne voulais pas forcément. Voilà, quand vous êtes baptisé, que vous êtes enfant, vous êtes bébé, on ne choisit pas, on vous lie comme ça un égrégore et vous portez le poids de la culpabilité de tout ce qui a été fait au nom de cet égrégore. Les massacres, les génocides, toutes ces choses-là sont des choses, même vous en rendez certainement pas compte dans la vie de tous les jours, mais d'un point de vue, on va dire, subtil, d'un point de vue psychique, vous alimentez ça. Il y a toujours une part de cette énergie qui reste comme ça et que vous continuez d'alimenter constamment, constamment. Après, il y a des techniques qui vont permettre en fait de se détacher de ces différents égrégores
qui nous pompent finalement et qui nous empêchent de récupérer notre énergie. Il y a plein de sortes de techniques. Quand on est dans une religion, ce qui est bien, au-delà de la technique méditative, on va dire, la technique magique, moi je parle plus en magie, donc voilà, au-delà de la technique magique, ce qui est bien, c'est quand même de couper des liens aussi matériels. C'est-à-dire que si vous avez été baptisé quand vous étiez petit, c'est bien de demander à être... alors il y a un terme, je ne sais plus exactement le terme pour être débaptisé, en fait. Donc c'est bien, vous pouvez demander à l'évêché, par exemple, où vous avez été baptisé, de vous rayer des listes. Ça semble peut-être rien du tout, mais ça vous permet en fait de couper un lien aussi bien psychique que matériel avec la religion à laquelle vous avez été associé. Et en fait, vous reprenez comme ça, de cette façon, en fait, vous reprenez un certain nombre d'énergie que vous donniez comme ça sans cesse. Tout ce que vous avez fait dans votre vie et que vous avez abandonné en cours, tous les groupes auxquels vous avez appartenu et dont vous êtes parti, pour une raison ou pour une autre, dites-vous que vous êtes toujours psychiquement attaché à ces groupes. Et vous continuez d'alimenter ces groupes. Et tant que vous n'avez pas en fait coupé les liens qui vous unissent à ces groupes, ils vous pompent de l'énergie. Et dans la vie comme ça de tous les jours, on a plein de groupes auxquels on est attaché et qu'on ne pense plus et qui nous pompent de l'énergie. Et plus vous arrivez à vous en détacher, plus vous récupérez votre énergie. Vous savez, c'est mon histoire de carafe, toujours avec les verres. Je suis sûr que vous la voyez encore, la carafe. Et mon histoire de carafe avec les verres, là, dites-vous que chaque fois que vous arrivez à couper un lien de quelque chose que vous ne voulez plus alimenter, vous récupérez en fait de l'eau dans votre carafe. Et donc vous augmentez en fait le pouvoir de ce que vous êtes capable de faire de vous-même. Donc finalement, c'est vachement important de se détacher de tout. Comprenez ? Alors, pas se détacher de tout, puisque il faut quand même garder, on est des animaux grégaires, des animaux de troupeau, ouais, les humains, c'est des animaux de troupeau. Ils ne peuvent pas vivre trop seuls parce qu'après, ça ne se passe pas bien. Et donc, on est des animaux de troupeau, on a besoin des autres, donc on a besoin des égrégores pour vivre, on a besoin d'être liés à d'autres personnes. Mais il faut choisir les personnes avec qui on va se lier et il faut choisir les objectifs pour lesquels on va dépenser de l'énergie. C'est ça vraiment la leçon à retenir avec les égrégores, c'est d'être capable comme ça de savoir où je mets mon énergie. Parce qu'à chaque fois que vous alimentez quelque chose que vous n'avez pas choisi, vous perdez de l'énergie qui aurait pu vous servir à autre chose. Après, vous faites ce que vous voulez, bien sûr. Moi, j'oblige rien à personne. Mais c'est des choses qui peuvent être utiles de récupérer son énergie comme ça. Alors, voilà. Parce que l'égrégore, il est alimenté par une chose en particulier, c'est la croyance. Voilà, la croyance en quelque chose. Après, c'est ce qui nous fait vivre aussi. Quand on ne croit plus en rien, finalement, il n'y a plus trop de raisons de vivre. Donc c'est important de croire. C'est important, mais croire en n'importe quoi, ça nous emmène en fait dans des chemins de traverse où on va dépenser une énergie qui ne sera pas bénéfique ni pour nous, ni pour personne d'ailleurs. Et ça va nous mettre dans un certain nombre de fossés, en quelque sorte. Tout à l'heure, je parlais de politique. La politique, c'est quoi ? C'est l'art de faire croire aux gens qu'on va changer les autres. Je crois que c'était Charles Pasqua qui disait « Les promesses n'engagent que ceux qui y croient ». C'est extraordinaire de dire ça. Je veux dire, le gars, c'était quand même le roi des politiciens. Et il dit non, mais de toute façon, les promesses, ça n'engage que ceux qui y croient. Donc imaginez la croyance que ça fait, en fait. Ça veut dire que chaque fois que vous croyez un truc, vous n'êtes pas sûr. En plus, la croyance, c'est quelque chose qui a une notion de doute, quand même. Il y a toujours un doute dans la croyance. Et donc, vous croyez quelque chose, et vous mettez votre énergie là-dedans, et finalement, ça ne va peut-être pas marcher, ou vous allez perdre quelque chose. Vous savez ce que c'est la différence entre la croyance et le savoir ? Ce n'est pas du tout la même chose, en fait. La différence entre croire et savoir, c'est l'expérience. Parce que quand vous expérimentez quelque chose, vous pouvez dire que vous savez. Ça, c'est important de savoir les choses. Parce que le savoir, c'est le pouvoir, en fait. Mais quand vous croyez en quelque chose, si vous n'avez pas expérimenté, vous ne saurez jamais. Et vous aurez toujours ce doute-là. Et donc, vous aurez toujours cette incertitude qui fera quoi ? Que vous allez perdre de l'énergie à quelque chose dont vous n'êtes pas sûr. Et ça, c'est super important, en fait, de faire cette distinction. Et au-delà de ça,
il y a un truc qui est pourtant fondamental dans tout ce que l'on fait dans la vie de tous les jours, c'est la foi. Mais la foi, ce n'est pas de la croyance. La foi, c'est au-dessus de la croyance. La foi, c'est à un moment donné où vous êtes en haut d'une falaise et que vous dites, bah oui, je vais me laisser tomber dans le vide et je ne vais pas m'écraser et je vais m'envoler en fait. Il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de faire ce chemin en fait, d'arriver à un moment donné où vous lâchez tout. C'est plus de la croyance, c'est je sais que ça va marcher. Voilà, je me laisse aller, je me laisse faire, j'abandonne les choses, j'abandonne les doutes, puisque en fait la foi c'est la croyance sans le doute en fait. Et donc j'abandonne les doutes et les choses arrivent. Voilà, c'est ce qu'on appelle aussi le lâcher prise. Vous avez entendu parler de cette espèce de notion. C'est super important de lâcher prise, surtout quand vous allez vous lancer dans des projets où vous êtes le seul à y croire. Et à un moment donné, il ne faut pas seulement y croire à votre projet, il faut avoir la foi en votre projet. Donc il faut dire de toute façon, je sais que ça va marcher. Et ça, c'est une énergie qui transcende tout. Et quand vous allez créer un égrégore, si vous avez la foi en ce que vous allez créer, votre égrégore il sera plus puissant que tout ce que vous imaginez. C'est pour ça que les religions, elles ne nous disent pas de croire, elles nous disent d'avoir la foi. Bon, après, on a la foi dans la direction de ceux qui dirigent la religion. Mais quand vous commencez à récupérer ce pouvoir d'avoir la foi pour vous, tout est possible. Vous pouvez absolument tout réaliser. Alors c'est des notions qui sont comme ça un petit peu pas embrouillées, mais j'arrive pas à trouver mes mots aujourd'hui, c'est un petit peu triste. C'est des notions qui sont un petit peu diverses et variées. Vous pouvez dire ça, c'est pas celui-là du tout que je voulais dire, mais à vous de le trouver, mon mot. Voilà. Et voilà, c'est des notions qui sont comme ça. Mais pourtant, c'est quelque chose qui est extrêmement important à partir du moment où vous aurez expérimenté ça. À partir du moment où, dans votre vie de tous les jours, alors moi j'ai des exemples comme ça, dans votre vie de tous les jours, quand vous allez créer votre entreprise, moi j'aime bien l'entrepreneuriat en fait, parce que il faut un certain courage pour créer une entreprise, puisqu'il faut sortir du mode je suis salarié, l'argent il tombe tous les mois et tout ça, et voilà, je sais qu'il y a tout ça qui arrive et j'ai ma petite sécurité et tout ça. Et en fait, quand vous rentrez dans le monde de l'entrepreneuriat, il n'y a plus rien devant, on est vraiment devant la falaise comme ça. Et puis il n'y a rien derrière. Et vous dites, bah ouais, mais moi il faut que j'avance quand même. Mais je ne sais pas de quoi demain va être fait. Et vous avez une phase comme ça, les premiers mois, les premières années, des fois où c'est très compliqué parce que vous ne dormez pas de la nuit, parce que vous ne savez pas comment vous allez joindre les deux bouts, vous ne savez pas tout ça. Et à un moment donné, vous commencez à faire ce lâcher-prise, vous passez de la croyance à la foi en fait. Avant, vous croyiez que ça allait marcher, mais vous n'étiez pas sûr, donc vous flippiez. Et puis là, d'un seul coup, vous savez que ça va marcher. Et quand vous savez que ça va marcher, vous n'avez pas plus d'informations que ce que vous aviez avant finalement. Mais d'un seul coup, vous avez lâché prise, vous vous mettez à dormir la nuit, et vous savez que quoi qu'il arrive, le mois il va se faire, il va se boucler, et ça va marcher. Et c'est ça en fait la foi. Et c'est quelque chose d'extrêmement important comme ça à avoir. Il y a quelques années, j'ai fait une expérience avec... c'était une émission de radio qui m'avait contacté. Je vous expliquais un petit truc pour faire une petite jonction pour ce qu'on va voir après. C'est-à-dire que quand vous créez un égrégore, il y a des notions en fait qui peuvent vous échapper, ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure. Et donc je vais vous donner une petite anecdote comme ça qui va vous permettre de comprendre comment ça peut marcher. Quand vous créez quelque chose en créant un égrégore comme ça, donc moi il y a quelques années on m'avait contacté pour créer un égrégore sur une radio nationale en plus. C'était un truc, je ne sais pas s'il y en a qui ont entendu parler de ça, c'était, je ne sais plus dans quelle année c'était, il y a peut-être 7-8 ans. Bob vous dit toute la vérité, vous avez entendu parler de ça ? Maintenant c'est connu sur internet comme c'est BTLV, ils ont fait une web radio et tout ça, une web télé. Et à l'époque en fait Bob, le gars qui s'appelle Bob, c'est Bob Belanca, c'est un type qui est de la même génération que Coé, Arthur, tous ces gens-là en fait. C'est tous des copains entre eux quoi. Et Bob Belanca, il avait une émission sur, je sais plus, Ado FM ça s'appelait. C'était une radio qui appartenait à Arthur, l'animateur. Voilà.
Et donc lui, il avait créé un truc, c'était Bob vous dit toute la vérité. En fait, il s'intéressait à tout ce qui était phénomènes paranormaux, les ovnis, la magie, les machins, enfin tous les trucs un peu bizarres. Donc il s'intéressait à tout ça, il donnait l'antenne comme ça à différentes personnes. Et donc à cette époque-là, il m'avait contacté et on avait discuté. Et Bob, c'est quelqu'un de très très sympa. Et il m'avait demandé s'il y avait moyen de faire un égrégore à l'antenne. Moi, je lui ai dit OK, pas de souci. À cette époque-là, son émission de radio est cartonnée. Je crois qu'elle avait fait en un an, elle avait augmenté de 230% en fait l'audience en fait de la radio. C'était un truc qui était complètement fou. Et lui, il était en train de signer il était en train de signer des contrats avec la chaîne Planète pour faire des émissions et tout ça sur la chaîne Planète, en fait, pour continuer son truc. Donc tout allait bien pour lui, et il me dit ouais, ce serait bien qu'on fasse un égrégore. Et je lui dis ok, ben, qu'est-ce que tu veux comme égrégore? Ben, il me dit ben, j'aimerais bien un truc en fait pour que l'émission elle cartonne encore plus et qu'on fasse encore plus de trucs sur la radio. Je fais bon, bah ouais, je voyais pas trop l'intérêt, mais bon, comme ça. Donc je dis ok, on va faire ça. Et donc un soir, pendant l'émission, donc on a utilisé l'énergie de tous les auditeurs qui étaient là. Alors comment on fait pour utiliser l'énergie comme ça pour créer un égrégore? En fait, tout simplement, je les ai mis en méditation. Et je leur ai fait visualiser la naissance en fait de quelque chose qui avait un nom. Alors il avait même une forme. Il y avait un artiste qui avait dessiné en fait une espèce de petit logo. Enfin, c'était un petit personnage qui représentait l'égrégore. On lui avait donné un nom. On avait une petite prière comme ça pour l'invoquer. Et donc pendant je ne sais plus combien de temps, je crois que c'était pendant une demi-heure, on a fait une espèce de méditation avec des milliers de personnes qui écoutaient en même temps. Donc imaginez l'énergie que ça génère. Et donc tout le monde était focalisé sur le truc. Et à la fin en fait de cette petite méditation là, donc l'égrégore est créé, tout le monde était content, Bob était super ravi. Et je me souviens, c'était un mardi. Et c'est important en fait. C'était un mardi. Et voilà, moi je raccroche après, j'étais au téléphone à ce moment-là avec eux, donc je raccroche tout ça et tout se passe bien. Sauf que fin de semaine, jeudi ou vendredi, Bob il apprend que son émission, elle allait être dégagée de l'antenne. Ce qui était totalement absurde en fait, puisque elle cartonnait et tout ça. Et je me souviens, c'était en juin, donc on était à la fin de la saison de l'émission. Et donc l'émission retirée de l'antenne, tout commence à partir en vrille. Moi, je me suis dit, bon ben Vincent, t'es fini, puisque tu fais des égrégores qui ne marchent pas, donc au contraire, qui détruisent les gens. Donc clairement, enfin, j'avais plus peur pour moi que pour les autres, forcément. Et enfin, clairement, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel quoi? On crée quelque chose pour que ça marche, et finalement, ça ne marche pas. Et Bob, il a été extrêmement. Alors, Bob, il a jamais mis ça sur le dos de l'égrégore. Pour lui, il a été agacé. Il a dit que tout le monde lui en voulait, que voilà, c'était grave, machin et tout ça. Mais mine de rien, ce qui s'est passé est extrêmement intéressant. C'est qu'à ce moment-là, Bob, il était tellement vexé par la décision et tellement contrarié par tout ça, qu'il s'est mis à bosser comme un acharné. C'est un gars, bon, il avait des placements immobiliers, il a vendu en fait différentes maisons ou des apparts, je crois que c'était des apparts qu'il avait, il a vendu différents apparts et tout ça pour se créer un studio perso. Et en fait, dans les 2 mois qu'ont duré la période scolaire, quoi, juillet et août, il a créé une web radio donc sur Internet sans aucune limite. C'est-à-dire qu'avant, comme il était sur Ado FM par exemple, eh bien, comme il y avait des partenaires financiers, il n'avait pas le droit de dire que McDo, il nous faisait bouffer de la merde, par exemple. Donc il n'avait pas le droit de dénoncer ce genre de trucs, il n'avait pas le droit de dénoncer les laboratoires pharmaceutiques, il n'avait pas le droit... En fait, il y avait plein de trucs sur lesquels il aurait bien voulu taper, mais qu'il n'avait pas le droit, puisque c'était ce qui finançait son émission. Et d'un seul coup, en fait, en virant tout ça, sa web radio devenait un truc sur abonnement, donc les gens se sont abonnés, et les gens sont tous abonnés, c'est ça qui était assez fou. Et en fait, il a créé un nouveau média, en fait, qui n'avait absolument plus aucune contrainte. Il n'avait plus besoin de faire attention à ce qu'il disait, et s'il avait envie de taper sur McDo ou sur n'importe quoi, il avait le droit. Et c'est ce qu'il a fait. Et en fait, son truc, ça a explosé. Et depuis, il en vit même très bien. Il a toute une équipe, il a des vrais studios et tout ça. Et il a créé une web télé, en fait. Il a créé une web télé. Et tout ça fonctionne très bien depuis des années. Et donc la petite histoire à retenir là-dedans, c'est que quand vous créez quelque chose, quand vous créez un égrégore notamment, en général, on dit même quand on crée un acte magique comme ça,
Le truc, c'est que ça ne va jamais emprunter le chemin auquel on aurait pensé. Puisque si ça devait emprunter le chemin auquel on aurait pensé avant, on n'a pas besoin de créer un acte magique, on s'en fout, on va le faire tout seul, d'accord ? Et en fait, l'acte en lui-même, ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que effectivement, l'égrégore s'est constitué. L'égrégore, il a dit quoi ? Il a dit mon job, ça va être de faire en sorte que cette émission-là, elle explose. Et, ok, pas de souci. On détruit tout, puisque quand on veut changer de chaussure parce qu'on a le pied qui a grandi, on change de chaussure, on reste pas dans la même chaussure, quoi. Parce qu'autrement, on touche les bords et on a mal aux pieds. Hein, une belle image, ça. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. Et avec les égrégores, c'est ça. Et avec ce que vous allez générer, avec l'énergie que vous allez récupérer, ça sera exactement la même chose. C'est pour ça qu'il faut avoir la foi, et non pas de la croyance. En fait, il faut avoir la foi parce qu'il faut être capable d'accepter ce que l'on va nous faire vivre pour pouvoir aller de l'avant, en fait. Parce que si vous n'êtes pas capable d'accepter ça, vous n'allez pas réussir à avancer. Donc d'où l'importance de la foi par rapport à la croyance. Oh là là, c'est tout rouge le compteur là, il faut que je me dépêche. Je vais essayer de me dépêcher. Détruire ou se séparer d'un égrégore. Donc je vous disais tout à l'heure, moi au fur et à mesure, dans ma vie de tous les jours, et depuis que j'ai appris ces notions d'égrégore, ce que j'essaye de faire, c'est ça, c'est de couper tout ce qui n'est pas utile. Et c'est quelque chose que je vous recommande, qui est important, puisque de toute façon, tout ce qui n'est pas utile continue de vous pomper de l'énergie, donc vous, il faut vous en séparer. Il y a des petites techniques qui existent, il y a des petits rituels, moi j'aime bien parler de rituels, donc il y a des petits rituels que vous pouvez utiliser qui sont en fait davantage aussi des méditations. Il y a des choses que vous pouvez faire comme par exemple vous mettre en état méditatif, vous pouvez prendre par exemple à côté de vous une petite dague, un couteau, n'importe quoi. Alors vous n'allez pas vous blesser avec, attention, je tiens à vous préciser. Donc vous vous mettez comme ça en état méditatif et vous allez visualiser que vous avez des fils blancs et noirs qui vous touchent en fait. Voilà. Vous visualisez comme ça, peu importe le nombre, dans votre esprit, vous visualisez que vous avez plein de fils qui vous relient à des choses, vous ne voyez pas le bout des fils, et donc vous avez des fils blancs et des fils noirs. Les fils blancs, c'est les égrégores qui vous aident à quelque chose. Les fils noirs, c'est ceux que vous n'avez plus besoin. Donc vous avez pigé le truc, avec notre couteau ou avec une paire de ciseaux aussi, ça peut être selon ce que vous voulez faire. Avec le couteau, une paire de ciseaux, vous allez couper comme ça les différents fils noirs pour vous débarrasser en fait de cette énergie. Ça paraît un peu simpliste comme ça, mais ça marche très très bien. Et il ne faut pas hésiter à refaire ça régulièrement, peut-être une fois par mois, cette méditation-là. Ça vous permet en fait de ne pas vous attacher à des choses auxquelles vous n'avez pas besoin de dépenser de l'énergie. Donc c'est quelque chose de très très important. Et autrement, pour se protéger des égrégores, ne mettez pas votre croyance dans n'importe quoi. Ne croyez pas tout ce qu'on vous raconte. Jamais. Conservez un sens critique. Vérifiez les informations. Moi, je suis d'une génération où Internet n'existait pas, par exemple. Moi, j'explique souvent, mon travail, c'est l'ésotérisme, donc je m'intéresse à tout ce qui est astrologie, magie, alchimie. J'écris des bouquins, je fais pas mal de choses. Mais moi, quand j'ai appris tout ça, j'ai commencé, j'avais 13-14 ans à La Rochelle, et il y avait une toute petite boutique ésotérique, comme ça, qui était grande comme un placard presque. Et dans cette boutique, il y avait quelques livres et une dame qui connaissait exactement tous les bouquins qu'elle vendait. Et moi, quand je suis arrivé là-dedans, au début, j'étais parti, j'avais entendu un nom de livre de sorcellerie un peu bizarre à la radio, je cherchais ça. Et la femme, elle m'a dit, non, en fait, ça ne va pas t'intéresser, c'est pas ce que tu as besoin. Et elle m'a dirigé vers des trucs. En fait, j'ai eu quelqu'un qui m'a dirigé vers les bons ouvrages, qui m'a mis sur la voie. Aujourd'hui, le problème avec Internet, c'est que tout le monde dit absolument tout et n'importe quoi, et personne ne va rien vérifier. Et d'ailleurs, il y a un constat que j'ai fait, et c'est pathétique, mais c'est la vérité, c'est que plus on dit des grosses conneries, et plus ça marche. Et plus on a une bonne com derrière, et plus on est les rois du pétrole, quoi. Et du coup, aujourd'hui, ceux qui ont pignon sur rue, ce n'est pas forcément ceux qui sont les plus intéressants ou les plus vrais à écouter. Donc, cultivez votre sens critique, ne croyez pas en tout et n'importe quoi, et vaut mieux vous diriger vers une seule voie, plutôt qu'aller toucher tout et n'importe quoi et dépenser votre énergie comme ça, vous éparpiller. D'accord ? Et donc voilà, pour vous protéger des égrégores, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Prenez du recul sur tout et vérifiez toutes les informations que vous allez recevoir. Et régulièrement, il ne faut pas hésiter à couper quelques liens. Et quelques liens, du coup, qui seront toxiques pour vous.
On m'a dit que j'avais le droit de faire une petite session questions-réponses. Alors, s'il y a des gens qui ont des questions. Je suis là. Alors. Ah si, il y a des gens qui ont des questions. N'oubliez pas de mettre bien le micro devant la bouche pour qu'on vous entende, s'il vous plaît. Sans l'avaler. Parce que... On va essayer. Bonjour. Bonjour. Alors, petite question, j'aimerais bien avoir votre avis parce que vous avez parlé des égrégores politiques, tout ça. Pour les leaders de pensée qui ont été plus dans le positif, de mon humble avis, style Gandhi, Osho, et qui prônaient des méthodes de développement personnel et tout ça, comment on peut expliquer que ça se pète la gueule, clairement, parce que ça finit toujours par sombrer beaucoup plus vite que les autres? Est-ce que c'est parce que justement les gens qui y adhèrent ont un recul et une liberté plus propre de penser, ou vous avez une autre explication? Le problème, c'est le côté humain, en fait. Gandhi, par exemple, il était raciste. Les gens, ils ont tendance à ne pas le savoir, en fait. Mais le problème avec les grands leaders de pensée et tout ça, c'est qu'on va mettre des humains sur des piédestals et on va en faire des espèces de demi-dieux, sauf que c'est toujours des humains. Et dans leur vie, ils ne font pas que des bonnes choses en réalité. Et du coup, tout ça, ça s'instille en fait dans l'égrégore et dans tout ce qui va arriver derrière. Il y a plein de phénomènes aujourd'hui. Alors là, si je tape encore sur des trucs, je vais peut-être me faire engueuler parce qu'il y a des trucs qui sont vachement à la mode. Mais donc je ne sais pas, je le fais ou je ne le fais pas. Mais vous avez un cas assez clair en ce moment, par exemple, c'est Ama. Vous avez entendu parler d'Ama? Ama, c'est un espèce d'énorme égrégore et c'est un truc qui est très business, quoi. On donne, en fait, on met quelqu'un sur un piédestal comme ça et en fait, il y a tout un business autour, comme ça. Et au final, l'idée, la pensée originelle était chouette, mais ce que c'en est devenu, avec tout ce que ça alimente, c'est devenu complètement pourri, quoi. Quand on a un minimum de ressenti des énergies et surtout en prenant du recul, c'est pas de l'amour que vous allez recevoir. Vous allez lâcher des trucs. Elle, ce qu'elle vient chercher, en fait, c'est vous. Donc, il faut bien vous dire qu'elle prend autant, sinon plus, que ce qu'elle vous donne. Et c'est pareil avec tous les grands leaders de pensée et tout ça. Il y a toujours un moment, ça se casse la gueule, tout simplement parce qu'on est des humains et on n'est pas parfait. Et c'est le problème. Et c'est le problème des religions. C'est le problème. Je veux dire, à la base, une religion, c'est pas con hein, comme idée. C'est on va tous s'élever, Dieu, machin, et amour, etc. Et puis on va flinguer quand même ceux qui ne pensent pas comme nous parce que ils n'ont rien compris. Donc, hop. Mais c'est comme ça que ça marche. C'est ça qui est difficile. Moi, j'aime bien la pensée un peu plus orientaliste. Vous savez, en Occident, dans ma vie, j'ai rencontré pas mal de gens et il y avait quelqu'un avec qui on aimait bien comme ça confronter les pensées. Et on s'était aperçu que les symboles, en fait, sont très parlants. En Occident, le symbole dominant, on va dire, en Occident, c'est le christianisme. Et le symbole, en fait, c'est la croix. Voilà, et la croix chrétienne. Et si, en fait, on regarde bien la croix chrétienne, elle s'intègre dans un triangle pointe vers le bas. Parce que la pensée occidentale, la pensée chrétienne, c'est Dieu va m'aider, viens m'aider. Voilà, c'est aide-moi, au secours. Voilà, je me remets à Dieu. À l'inverse, en Orient, c'est le bouddhisme qui est plutôt dominant. Et en fait, dans le bouddhisme, le symbole en fait, le plus parlant, c'est le yogi. Voilà, qui se met comme ça, il a les genoux comme ça et tout. Et en fait, il s'intègre dans un triangle pointe vers le haut. Pourquoi ? Parce qu'à l'inverse de la pensée occidentale, la pensée orientale, c'est plutôt « je m'élève vers Dieu ». Voilà. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on devrait tous travailler. Et en fait, la jonction des deux pensées, c'est ce qui ferait la bonne chose, en fait. C'est j'ai foi en quelque chose là-haut qui va m'aider, mais en même temps, je ne vais pas rien faire et je vais faire en sorte de m'élever. Et c'est, à un moment donné, les deux vont se réunir pour faire quelque chose et pour me permettre de m'élever. Mais en attendant, pour tout le reste, on est humain et il n'y a pas d'humain parfait. Enfin, je ne connais pas. Après, je peux me tromper, peut-être qu'il y en a. Mais voilà, c'est pour ça que ça se casse la gueule tout le temps, en fait. C'est triste, mais c'est comme ça. D'autres questions ? Du coup, je rebondis parce que, j'ai deux questions du coup. Deux questions. Parce que je rebondis sur ce que vous venez de dire. Parce que du coup, je me posais la question, est-ce qu'il y a des égrégores sans business autour du coup ? Est-ce que ça existe ? Oui. Dans tous les cas, il y a des égrégores inconscients dont on fait partie. J'en parlais tout à l'heure avec le genre, avec toutes ces choses-là. Mais après, c'est à nous de les construire, les égrégores. C'est à nous de faire des choses sans business. Le problème, c'est qu'il faut être capable en fait, de lâcher
le pouvoir. Le problème avec l'humain, c'est le pouvoir. Et à partir... De toute façon, tout à l'heure, je parlais d'Internet, et je disais, on peut raconter tout et n'importe quoi sur Internet. Et en fait, le pire, je crois, c'est ça, c'est que quelle que soit la connerie que vous allez balancer sur Internet, vous aurez une audience. Et à partir du moment où vous avez une audience, eh ben, vous avez du pouvoir. Puisque vous avez des gens qui vont dire, bah oui, il a raison, même si vous dites n'importe quoi, des trucs, il a raison. Et à partir de là, à partir du moment où il y a toujours ce problème de pouvoir, on ne peut pas construire quelque chose qui va être sain. Donc ce qu'il faut à un moment donné, c'est construire quelque chose avec d'autres, sans qu'il y en ait un qui ait plus de pouvoir que l'autre. Et être capable, en fait, de lâcher. Mais c'est difficile. Donc, faut trouver les bonnes personnes. Mais c'est très compliqué, ouais. Et l'autre question que j'avais, parce que j'entendais souvent la pensée crée, etc. Oui, c'est vrai. Mais du coup, un égrégore, c'est une pensée, mais est-ce qu'il faut le ressenti aussi? En fait, Ou c'est juste une pensée déjà? c'est une pensée qu'on va alimenter. Parce que chaque fois que vous pensez à quelque chose, vous créez quelque chose dans l'astral. Voilà. Donc, tiens, j'aimerais bien, je sais pas, avoir une nouvelle voiture. Hop, je crée mon truc dans l'astral. Sauf que si demain j'y pense plus, j'aurai pas une nouvelle voiture. En fait, un égrégore, c'est vraiment une pensée qui va être alimentée et alimentée et alimentée et alimentée comme ça. C'est pour ça aussi qu'on dit souvent, chaque fois que vous créez, par exemple, votre voisin, il fout le bordel. Il est tout le temps en train de mettre sa musique trop fort et tout ça, et tous les jours, ça vous agace, et tous les jours, vous dites si celui-là, il pouvait claquer d'un cancer, quoi, ou d'un truc. Il y a des gens qui pensent ça. Voilà. Et donc, vous dites ça tous les jours. Et cette pensée, vous l'alimentez. Et un jour, votre voisin, il claque. Parce que vous allez générer un égrégore qui va faire que. C'est pour ça qu'il faut vraiment surveiller ses pensées. Et surtout, ne pas les alimenter. On peut se dire un jour, oh, mon voisin me fait chier, s'il pouvait disparaître, je serais bien content. Si je le dis aujourd'hui et puis que j'y pense plus demain et que après-demain, je vais boire un coup avec, on s'en fout, c'est pas grave. Mais si vous alimentez une pensée, et donc, alors positive c'est bien, négative, c'est moins bien parce que vous allez la créer, ça va générer quelque chose et effectivement, ouais, ça peut aboutir. C'est le danger. Notre pensée crée, clairement. Non, c'est sûr. Mais après, si c'est alimenté pendant... si c'est alimenté, le problème c'est ça, c'est si c'est alimenté pendant des jours, et si, je sais pas, vous êtes 5 dans votre famille, et puis tout le monde pense la même chose. Et... Ah c'est toujours pareil. Ouais. Ah oui. C'est les groupes de prière, effectivement. Exactement. Ça, c'est le genre d'égrégore positif qui existe, ça. Et on en... Ouais, c'est réel. Et je sais qu'on en trouve dans les hôpitaux maintenant. Il y a des groupes comme ça de prière dans les hôpitaux. Et ça fonctionne très, très bien. Ça marche très, très bien. Vous voulez le micro, en fait. Alors, faut... si. Mais ouais, c'est vrai que ça marche très, très bien. Ça, c'est typiquement des égrégores qui sont très positifs, en fait. Mais parce qu'il n'y a pas de recherche de pouvoir derrière. C'est juste, tiens, on veut que celui-là, il soigne. Et il n'y a pas d'argent en jeu. Exactement. Ni pouvoir, ni argent. Oui. Ouais, après, je sais pas, mais... Vous êtes sûr que vous voulez pas le micro, hein? Sûr. D'autres questions? Oui, là-bas, au milieu. Donc on a parlé des pensées positives ou négatives qui peuvent alimenter un égrégore. Et est-ce que des pensées contre quelque chose peuvent alimenter aussi... contre quelque chose, ça sera des pensées négatives, forcément. Ouais. D'accord. Eh oui. Bonjour. Bonjour. Donc en fait, si je comprends bien, nos pensées peuvent devenir palpables. Ah oui. Et ils peuvent, on peut créer de la matière avec nos pensées, quoi. Concrètement, ce que vous... J'ai une anecdote, tiens, pour vous.
un truc qui s'est réellement passé. Donc dans les années 80, fin des années 90, en 95, j'ai créé une association. Fin des années 90, on se réunissait dans une librairie ésotérique de La Rochelle. Elle s'appelait Le Grimoire, la librairie. C'était très sympa. C'était le jeudi soir, on se réunissait, puis on faisait plein de trucs. On faisait des expériences bizarres. Et un jour, on était une vingtaine comme ça. Je suis arrivé, j'ai dit aujourd'hui, on va créer un dieu. Et donc au début, ils m'ont regardé comme ça, et puis en fait, on allait créer un égrégore. Donc pareil, on a décidé que l'égrégore, ce serait une polarité féminine, parce qu'il y avait plus d'hommes que de femmes dans le groupe, donc forcément. Et puis je vous imagine même pas le physique, blonde, yeux bleus. Enfin bref, c'est une autre histoire. Mais bref, voilà, elle avait un physique, elle avait un nom. On lui a donc, elle a été dessinée, tout ça. Par un gars du groupe, et pareil, elle avait sa petite prière. Et donc l'objectif en fait de cet égrégore-là, c'était si on avait mal quelque part, on se blessait, tout ça, on l'invoquait et elle nous soignait. Voilà, parce que c'est ce qui est le plus facile à vérifier en fait dans une expérience comme ça. On a tous à un moment donné mal au crâne ou on se tord la cheville et tout ça. Bon j'invoque l'égrégore et je vois ce que ça fait, quoi. Et donc c'était le but, c'était juste ça. Et du coup son lieu de résidence, il était dans la librairie Le Grimoire à La Rochelle. Et donc tout le monde rentre chez lui après avoir créé l'égrégore et tout ça. Et dans les semaines qui ont suivi, ce qu'on n'avait pas calculé, c'était que dans une librairie ésotérique, vous avez plein de médiums qui passent régulièrement. Et en fait, ce qui était assez drôle, c'est que les médiums, ils allaient voir la libraire et ils disaient, écoute, n'aie pas peur, mais dans ta librairie, il y a un fantôme. Et en fait, ce qu'ils décrivaient, c'était exactement ce qu'on avait décrit, en fait, ce qu'on avait créé. Mais est-ce qu'ils étaient au courant? Et les gens n'étaient pas au courant. Personne ne savait qu'on se réunissait, et puis sûrement pas, quoi. On se réunissait le soir, je ne sais plus, vers 19h ou 20h, donc tout était fermé et tout ça. On tirait les rideaux et on faisait nos expériences, quoi. Personne n'était au courant, mais les médiums voyaient une entité. Alors pour elle, c'était un fantôme, qui n'était pas méchant, qui était là, mais voilà. Donc c'est là que ça rejoint la magie pour vous, en fait. C'est de la magie dans tous les cas. Mais la magie, c'est quoi, en fait? C'est l'utilisation des énergies. C'est juste ça, la magie. Merci beaucoup. Et oui. Plus de questions? Ah si, tout là-bas. Tout là-bas. Là-bas, ok. C'est exprès, en fait. Elle s'est mise exprès tout là-bas pour vous faire marcher. Et toc. Bonjour. Bonjour. Alors, à un moment donné, vous parliez de déperdition d'énergie. Oui. Si on s'investit dans plusieurs égrégores. Mais est-ce que vous ne pensez pas que si on s'investit dans des égrégores qui sont en relation avec celui que l'on souhaite créer, est-ce que vous ne pensez pas que ça peut au contraire créer quelque chose, une énergie vertueuse? Si, en fait, ce qu'il ne faut pas faire, c'est s'investir dans trop d'égrégores dont on n'a pas besoin. Plus vous allez vous éparpiller dans des trucs et puis les lâcher et puis passer à autre chose, et là, en fait, vous restez lié à des trucs, vous continuez d'alimenter des égrégores dont vous n'avez pas besoin, et donc vous allez perdre de l'énergie. Par contre, il faut justement choisir les égrégores qui vont vous apporter des choses. Et c'est le principe du réseau, en fait. C'est toujours le principe du réseau. Vous allez vous mettre effectivement dans des égrégores qui vont vous apporter des choses et tout ça, et donc il va y avoir un échange. Pour qu'un égrégore soit positif, il faut qu'il y ait un échange. Autrement, ça ne sert à rien. Et j'ai une autre question. Alors c'est peut-être bête, mais Il n'y a est-ce pas qu'on de peut question bête. parler d'égrégores, est-ce qu'il peut y avoir une relation avec les égrégores et les animaux? Alors sans parler de slogans, de choses comme ça, mais... Après, il y a ce que, au niveau chamanique, on parlait d'esprit groupe, par exemple, donc qui vont être liés à une race animale. Ou on voyait ça aussi beaucoup avec, alors pas qu'avec les animaux, avec les plantes aussi, l'esprit des plantes, des choses comme ça. C'est des formations d'égrégores, en fait, où en méditation ou dans certaines conditions, vous allez voir une entité qui correspond à telle ou telle plante. En fait, c'est une manifestation en quelque sorte égrégorique d'une espèce de plante, par exemple. Donc on le voit aussi chez les animaux, ça. Okay. Et je peux me permettre une troisième question? Allez. Et ma question, en fait, c'est plus personnelle. C'est comment est-ce que vous êtes venu à
avoir des questions au niveau ésotérique Voilà, ça c'est l'histoire Aussi de ma vie, jeune. ça. Alors aussi jeune, si, il y a toujours ce que je dis tout le temps, j'ai eu la chance, parce que c'est vraiment une chance, plus je vieillis, plus je m'aperçois que c'était vraiment une chance, d'avoir des parents qui étaient très ouverts sur plein de choses. Et en fait, mon papa était un grand lecteur de plein de choses. C'est quelqu'un qui a une mémoire photographique, qui m'a transmis d'ailleurs. Donc, c'est-à-dire que tout ce qu'il lisait, il l'enregistrait. Il avait tout le temps besoin de lire. Et donc, il avait une grande bibliothèque avec des livres sur absolument tous les sujets de la Terre, quoi. Et moi, quand j'ai appris à lire, j'ai commencé à m'intéresser. J'ai toujours été passionné par la lecture. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser aux ouvrages que mon père avait. Et il avait notamment toute une étagère où c'était les livres L'Aventure mystérieuse, les petits livres rouges, là, la collection qui existe toujours d'ailleurs. Et j'ai dévoré en fait tous les bouquins. Et là, j'ai dit, mais c'est merveilleux, quoi. Et après, pour tous mes Noëls, mes anniversaires, tout ça, je demandais de l'argent. Et en fonction des bibliographies qu'il y avait à la fin des livres, c'est pour ça que je déteste les livres où il n'y a pas de bibliographie. Parce que je trouve que voilà, c'est nul. Parce que moi, en fait, en fonction des bibliographies, je commandais en fait les différents livres qui m'intéressaient le plus. Et c'est comme ça que j'ai fait. J'ai une bibliothèque aujourd'hui je dois avoir environ 3000 ouvrages, quelque chose comme ça. Et parce que voilà, j'ai commencé tout petit comme ça. Et quand j'étais gamin, je disais à ma mère que je voulais être magicien. Et voilà, et écrire des livres. Et donc elle m'a dit, bon, tu vas peut-être faire un BEP électrotech. Et du coup, j'ai fait un BEP électrotech, hein, mais oui, non mais bon. et mine de rien, aujourd'hui, je vis de ce que j'ai appris. Et alors, pour la petite histoire, mes livres m'ont permis en fait de rentrer à la Sorbonne, à l'EPHE, l'école pratique des hautes études, pour préparer un master en anthropologie des religions, alors que j'ai pas le bac. Donc comme quoi, des fois, quand on est prédestiné à quelque chose, hein, c'est... Mais voilà, je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit. Plus de questions? Je m'en vais s'il n'y a plus de questions, hein. Moi aussi. Vous allez le regretter. Moi, je m'en vais. Merci à vous. S'il y en a qui veulent, j'ai ramené des livres aussi. J'ai écrit des bouquins, donc j'ai écrit le bouquin sur la magie des égrégores. Donc je sais pas, je verrai avec Noélie s'il y en a que ça intéresse. Voilà, je peux les dédicacer. Hop, prendre mon truc. Bonne journée.